Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette entrevue de Tout le monde peut écrire. Ce soir, on reçoit Geneviève Blouin, qui est une autrice, mais aussi une éditrice adjointe, qui va pouvoir nous donner plein d'informations sur la nouvelle, mais aussi sur les trucs à vérifier avant d'envoyer notre nouvelle n'importe où. Fait qu'on va parler de ça ensemble. Sans plus attendre, donc, Geneviève, bonjour. Bonjour, Carl. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je veux spécifier d'ailleurs dans la présentation que Carl a fait. Je suis autrice, j'ai écrit des romans, mais j'ai surtout écrit de la nouvelle. C'est pour ça que je viens de vous parler de la nouvelle. Et je suis éditrice adjointe aux éditions À lire, mais je fais aussi partie de l'équipe éditoriale de la revue Solaris. Donc, je travaille avec de la nouvelle au quotidien, pas seulement avec du roman. C'est une très belle précision. Merci. J'osais comme pas aller trop loin dans ces affaires-là. Je suis très content que tu l'aies fait. Merci. Euh, mais écoute, pour nous mettre dans l'eau avant qu'on se lance dans tout ça, là, j'aimerais ça que tu nous dises quelques mots sur la façon dont la littérature est entrée dans ta vie et que tu es tombé en amour avec l'écriture de façon générale. Non, un petit quelque chose. Euh, c'est ça. J'ai toujours la misère à répondre à cette question-là parce que je me souviens pas d'une époque de ma vie où je ne savais pas lire. Donc, mes parents étaient deux immenses lecteurs. Il y a toujours eu des livres partout chez moi. Mes parents m'ont probablement toujours lu des histoires à haute voix en suivant avec leurs doigts les mots. Et puis, quand je suis rentrée en maternelle, ma prof de maternelle a dit à mes parents, mais Geneviève, elle sait lire. Et mes parents ont fait quoi? Donc, c'est ça. Alors, l'apprentissage de lecture, pour moi, c'est fait, je sais pas, par osmose un peu. Et puis, après ça, je suis rapidement quand même passée au fait de vouloir écrire mes propres histoires. Dès que j'ai appris à écrire, j'ai commencé à essayer d'écrire. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été dans ma vie. Par contre, ça a été quand même long avant que je me à publier parce que je me suis essayée quand j'avais 13-14 ans. J'avais envoyé un roman à Daniel Cernine et Daniel, qui ne savait pas mon âge, m'avait envoyé une critique qui, avec le recul, parce que je l'ai relu des années plus tard, était pas si méchante, mais à l'époque, j'avais pas la maturité d'encaisser une critique le moindrement poussée. Donc, pendant des années, je m'étais dit que j'allais écrire, mais que je ferais plus jamais lire mes affaires à personne. Heureusement, je suis passée par-dessus la phase de teenage angst éventuellement. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à publier en fait en 2008 avec la revue Alibi. Donc, j'ai vraiment commencé avec des nouvelles. Puis, ce qui est extraordinaire avec la nouvelle, c'est que, surtout comme jeune auteur, comme disait Carl tantôt, avec la nouvelle, on arrive vite à un texte, on arrive vite à pouvoir soumettre des textes. Et une fois que les textes sont assez bons pour être acceptés, on arrive vite à avoir des commentaires sur les textes. Ce qui fait que moi, je calculais à un moment donné, j'ai eu plus que 17 directeurs littéraires dans ma vie. Donc, il y a 17 personnes qui sont passées puis qui m'ont fait des commentaires sur les textes. Donc, 17 approches différentes, 17 façons différentes de voir comment on peut aborder un texte, comment on peut régler un problème dans un texte. C'est quoi un problème dans un texte? Parce que certains verront pas ou en tout cas s'attarderont pas à certains problèmes, certains vont s'attarder plus sur d'autres choses. Donc, ça m'a vraiment donné une base extrêmement solide à partir de laquelle travailler. C'est à peu près. C'est c'est super, parfait. Merci beaucoup. Génial. Et là, ben, je veux déjà parler de nouvelles. Fait que je veux déjà parler de ce que tu nous as préparé. Parce que là, Geneviève me posait des questions. Elle me dit, OK, mais là, vous avez parlé de quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi vos besoins? C'est quoi les questions? Je dis, moi ça. On a parlé de structure un peu, on a parlé de sous-texte. Fait que c'est deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Oui. Ben, avec Geneviève, si tu veux te lancer comme tu oui. Oui, c'est ça. J'essaie d'organiser. J'ai pris des notes, mais OK. c'est pas nécessairement super organisé. Je sais qu'une chose dont vous avez parlé avec Elisabeth, c'est quelle histoire est une nouvelle, quelle histoire est un roman. Mhm. Euh, ça, On va commencer par régler ce qu'Isabelle a dit, puis que tu on as va régler. récapitulé.
commencer Parfait. par régler ce On commence qu'Elisabeth par ça. J'adore ça. C'est parfait. ou en tout cas, juste rebondir un peu parce que, bon, pour la petite histoire, Elisabeth, c'est ma maman littéraire. La première fois que j'ai écrit un roman, c'est Elisabeth qui a été ma directrice littéraire. Elisabeth, j'ai fait des ateliers avec Elisabeth, comme vous faites maintenant des ateliers avec Carl. Donc, Elisabeth, c'est vraiment ma maman littéraire. Mais en vieillissant, on n'est pas toujours d'accord avec nos parents. Hein? Donc, en fait, on a des approches qui sont quand même très complémentaires. Puis moi, à la longue, je me suis surtout aperçue que la question de est-ce que cette histoire-là est un roman ou est-ce que cette histoire-là est une nouvelle, pour moi, de la façon dont je travaille mes textes, c'est vraiment une question de combien de temps je vais y consacrer. Parce que il y a certaines idées qui sont pas, je dirais, assez fortes ou pas assez développées ou pas assez nuancées pour que je puisse vraiment faire un roman avec. Mais ça arrive souvent que j'ai des idées qui sont d'une vastitude qui pourraient donner un roman. J'ai l'univers, j'aurais assez de personnages, j'aurais assez de situations différentes de péripéties. Je pourrais faire un roman avec cette histoire-là, mais là, j'ai pas le temps, puis j'ai quand même le goût de travailler cet univers-là. Cet univers-là m'habite, donc je vais en faire une nouvelle. Fait que c'est vraiment à un moment donné combien d'attention vous voulez donner à cette idée-là, combien de temps vous voulez la creuser, à quel point ça vous parle. C'est important de comprendre que la nouvelle, c'est un laboratoire. On le présente souvent comme ça, là, parce que en écriture, il y a des choses que vous pouvez faire avec une nouvelle que vous ne serez pas capable de faire avec un roman. Souvent parce que moindrement que vous allez jouer un peu trop avec la langue ou etc., vous pouvez vous ramasser avec des jeux narratifs qui vont être gossants, pas d'autre mot à dire, pour un lecteur si vous l'étalez sur trop longtemps. Par exemple, j'ai certaines nouvelles que j'ai écrites, je testais un style d'écriture. Le personnage se parle, on est en narrateur focalisé, donc un narrateur vraiment aligné sur le personnage principal. On en parle à la troisième personne, mais on est quand même pas mal dans ses pensées. Et le personnage pense à l'infinitif. Se relever, respirer, repartir, dire bon, ça donne un super effet sur une nouvelle, mais vous faites ça sur 50 000 mots, puis à un moment donné, le lecteur, il fait OK, il me semble que je t'ai saoulé, là, tu sais, bon. Donc, il y aurait moyen de faire un roman en exploitant ce style d'écriture-là, mais il faudrait l'étaler, il faudrait probablement l'intercaler avec d'autres choses. Fait que c'est pour ça que la nouvelle, c'est à la fois un laboratoire et c'est à la fois un genre littéraire à part entière. OK? C'est pas juste on fait nos classes avec des nouvelles, c'est vraiment une manière à part entière de concevoir une histoire. Avec la nouvelle, on est dans l'instant, ou en tout cas, si vous faites une nouvelle qui est un petit peu plus longue, vous pouvez être dans plusieurs instants, mais c'est vraiment un genre narratif où on va choisir les scènes fortes de l'histoire que vous voulez raconter. Fait que c'est pour ça que moi, avec le temps, j'en suis vraiment venue à la conclusion que peu importe la longueur de l'histoire que vous avez en tête, souvent il y a moyen de la ramasser, puis d'aller à l'essentiel, puis de faire une nouvelle avec, si c'est ça que vous avez envie de faire. OK, fait que ça, attendez. Ah, c'est merveilleux. Fait que, jusqu'à maintenant, j'appuie tout ce que Geneviève est en train de dire. Et je vais les distraire pendant que. Mais, Ça va bien pour le moment. Carl est d'accord avec moi. Dans le fond, pour moi, j'ai tendance à diviser, je dirais, les éléments des nouvelles en 4 parties. Vous avez vos personnages. Vous avez le contexte dans lequel vous mettez vos personnages. Parce que le même genre de personnage, dépendamment de si vous faites, bon, mettons, bon, on va y aller avec le gros cliché, mais juste pour si vous faites le mâle protecteur, bon, ben, le mâle protecteur, si vous le mettez dans un contexte médiéval, là, c'est facile, ça va être le chevalier. Bon, là, le mâle protecteur, bon, si vous décidez que vous le mettez dans un contexte plus de science-fiction, là, il va avoir l'air de quoi tout d'un coup? Là? Tu sais, ça vient de changer un peu le. Tu sais, je sais que mon personnage, il va avoir cet instinct-là de protéger les autres, mais OK, mais dans un contexte de science-fiction, ça va-tu marcher de la même façon? Puis, mettons que je le mets dans un contexte où là, on n'est pas dans un patriarcat,
On n'attend pas des hommes qui protègent les autres. Est-ce que ça va s'exprimer de la même façon? Est-ce qu'il va protéger physiquement? Est-ce qu'il va protéger? Donc, on a, puis ça, je sais qu'Élisabeth vous en a parlé, on a une interaction entre les personnages qu'on crée et le contexte dans lequel on les met. Puis j'utilise le mot contexte et non pas nécessairement le mot world building parce que en science-fiction, en fantasy, on va parler beaucoup de world building, mais si vous êtes en policier ou si vous êtes en historique, si vous êtes en romance, ben là, on va vraiment plutôt s'attarder à un contexte. Puis c'est sûr que ce contexte-là, il faut que vous le construisiez. Il faut que vous l'appreniez, il faut que vous décidiez, par exemple, si vous faites du policier, du niveau de réalisme que vous voulez aller chercher. Est-ce que vous voulez faire un policier vraiment procédural ou vous coller sur la réalité d'une enquête policière ou est-ce que vous voulez faire un policier un peu plus à l'ancienne, à la Sherlock Holmes ou tout simplement quelque chose d'un peu flou? Votre personnage est un policier, mais on va rester loin de toutes les procédures réelles. Donc, vous avez comme ça un contexte que vous choisissez dans lequel vous mettez vos personnages. Puis déjà, vous avez une interaction qui va se créer entre les deux. Puis ensuite, vous avez en fait ce qui est un peu le cœur de votre histoire, que ce soit un roman ou une nouvelle, puis ça va être la tension. On peut utiliser le terme tension, on peut utiliser le terme conflit. Souvent, avec une nouvelle, surtout, je vais parler d'un changement. OK? Puis c'est là que je vais vous sortir mon merveilleux schéma narratif que je vérifiais tantôt si j'étais capable de vous montrer. Voyons, fenêtre. OK. Donc, ça va être ça. Est-ce que vous voyez mon petit schéma? Là, on voit la fenêtre, on voit Vous voyez la la fenêtre? Vous ne voyez pas le fenêtre, schéma? on voit pas ton schéma. Si je Mais, fais ça? Non. mais Ça marchait tantôt. je n'en doute pas. Si Bon. tu... Attends, on va recommencer. Si je fais tout l'écran, là, vous allez le voir. Hein? Si je fais tout l'écran, puis je fais ça. Vous voyez mon petit schéma narratif? Ça sera pas long. Oui! Oui, OK. Bon, en fait, c'est tout simplement pour vous dire que c'est le schéma narratif que j'aime partager. Est-ce que vous voyez ma souris bouger dans mon Je suis écran? capable de comme tasser le... Ouais, ça. Nice, ça, hein? Bon, ça ne marchera pas. Tant pis. OK. C'est un schéma narratif. C'est un schéma narratif. J'ai fait arrêter le partage, puis je ne vous vois plus. OK, vous êtes revenu. Bon, super. Ah, la technologie. Je suis super bonne sur Zoom, OK? Google Meet. Il va y avoir En fait, bref, tout ce que je voulais dire, c'est quand on écrit une nouvelle littéraire, bon, vous avez vu le schéma narratif, on a la situation initiale, on a un élément déclencheur qui vient déstabiliser les personnages ou le contexte. On va essayer de résoudre le déclencheur, puis c'est ça qui va faire découler toutes les péripéties. Puis à la fin, on a une situation finale. Mais dans mon dessin du schéma narratif, qui a toujours été la manière dont je l'explique, je montre bien que ma situation initiale puis ma situation finale sont pas au même niveau. OK? Vous n'êtes pas en train d'écrire un Villain of the Week, un épisode de série télé que vous allez avoir 350 épisodes étalés sur 15 saisons, puis qui ne faut surtout pas, en fait, qui change de quoi pendant l'épisode, de quoi à long terme, parce que, tu sais, on veut que la personne revienne d'écouter l'épisode suivant la semaine prochaine. Fait qu'il ne faut pas que l'histoire avance trop. Il ne faut pas que les personnages changent trop au fil du temps. Il faut qu'on y aille bien, bien, bien doucement. Au contraire, quand vous écrivez une nouvelle ou un roman, mais surtout avec une nouvelle, il faut qu'il y ait un changement dans l'histoire. Il faut que entre le début et la fin de la nouvelle, il y ait quelque chose qui ait changé. Et là, encore une fois, j'utilise le terme changement de manière très vague parce que ce que vous voulez, c'est que le personnage peut avoir changé. Le personnage peut avoir changé par rapport à lui-même. Le personnage peut avoir changé par rapport à sa relation à un autre personnage. Le contexte peut avoir changé. Si on a mis en scène une histoire où, par exemple, il y a une guerre ou il y a un problème social ou quoi que ce soit, le contexte peut avoir changé au cours de la nouvelle à cause de l'action des personnages. Ça peut être aussi, en fait, et ça, c'est un jeu qu'on fait particulièrement avec la nouvelle, vous pouvez avoir réussi à faire changer le lecteur d'idées sur vos personnages. OK? Je pense qu'Elisabeth vous a donné son exemple classique, Une belle journée pour le poisson banane.
où finalement la nouvelle joue un tour au lecteur. Moi, j'aime beaucoup aussi, je pense que ça s'appelle Les Trois Ponts de Murakami, où on a l'impression au début qu'un personnage est très, très, très sympathique, puis plus on avance dans la nouvelle, puis plus on le trouve antipathique, puis à la fin, on est pas mal sûr que le personnage il a magouillé pour que les autres personnages manquent leur coup. Bref, il y a un changement qui s'est créé. OK? Donc, ce changement-là, ce conflit-là qui va s'être créé ou cette tension-là qui va s'être résolue, c'est ce qui va constituer finalement le cœur de votre arc narratif. OK? L'arc narratif, c'est quoi? C'est ben, pourquoi vous êtes en train de me raconter cette histoire-là. Il se passe quoi dans cette histoire-là? OK? Tout simplement. Des fois, je reçois des nouvelles qui sont superbes. Les personnages sont sympathiques. Le contexte est super le fun. Puis c'est une métaphore de d'autres choses. C'est complètement pété. C'est bien expliqué. L'ambiance est bonne. Mais entre le début et la fin, il ne se passe rien. Personnage A cherchait personnage B et le trouve. Et la nouvelle finit. Il n'y a comme pas de tension. T'sais, oui, le personnage cherchait, mais ça c'est jamais devenu plus. Le personnage fait juste un peu se promener à travers le texte, puis il va trouver comme ce qu'il cherchait depuis le début, et puis voilà, c'est fini. Il y a pas de, il y a pas de dynamique, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Donc, tous ces termes-là sont un peu interchangeables, mais essentiellement, c'est ça qui sert à raconter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans ma nouvelle? Fait que ça, c'est le troisième élément. Donc, on a les personnages, on a le contexte, on a la tension. Moi, pendant très longtemps, j'utilisais le mot conflit. C'est comme ça beaucoup que je conçois mes histoires. Mais je sais qu'il y a des gens qui, si je dis conflit, là, ça vous dérange. Mais bon, alors, tension, changement. Donc, c'est quoi qui se passe dans la nouvelle? Et le quatrième élément que je trouve extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le sous-texte. Le sous-texte, c'est quoi? C'est, pour reprendre un meme qui circule beaucoup sur Facebook, c'est quand ton texte est à propos de quelque chose, mais qui est à propos d'autre chose. OK? Le sous-texte, en fait, c'est moi la manière dont j'ai commencé à découvrir les miens, c'est qu'à un moment donné, pendant que j'écrivais ma nouvelle, je m'arrêtais. Là, je sais que là, je contredis Carl, parce que Carl, il vous dit écrivez, puis lâchez pas, puis profitez de votre élan. C'est vrai. Ben, à n'importe quel moment, de toute façon, dans le cours normal des choses, à un moment donné, vous allez vous arrêter parce que vous allez arriver au stade où vous allez vous demander pourquoi vous êtes en train de passer des heures à taper sur un clavier tout seul dans votre coin au lieu de faire quoi que ce soit d'autre de votre vie. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut s'arrêter et se demander, OK, mais cette histoire-là, pourquoi elle me parle? Parce que il y a des raisons pour lesquelles on se met à raconter quelque chose. Donc, cette histoire-là, pourquoi elle me parle? Pourquoi j'ai le goût de la raconter, celle-là? Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'essaye de dire? Qu'est-ce que j'essaye de me dire, en fait, souvent? Parce que souvent, c'est ça, quand on commence à écrire, surtout, puis qu'on n'est pas, je dirais, on n'est pas en contrôle du sous-texte, on est en train de se dire des choses à travers nos textes. Moi, je pense que le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est pendant que j'écrivais mon troisième roman, le troisième tome de la série Hanakan, j'ai un conflit de couple entre deux personnages. Et donc, j'ai un conflit entre ma personnage principale et puis son mari. Et puis, j'essaye j'écris ce conflit de couple-là, puis là, j'envoie ça à ma bêta lectrice. Puis le roman était à propos d'autres choses complètement, mais j'ai ce conflit-là qui prend un peu de place. Puis j'envoie ça à ma première bêta lectrice qui me dit, ben, moi, à la place de la fille, je le sacrerais là. Là, je fais oups. Bon, j'ai peut-être été un peu fort avec mon conflit. Je vais retravailler ça. Je trouvais ça important quand même de mettre un conflit de couple parce que bon, je trouvais qu'il y en a pas assez des conflits de couple qui se règlent dans la littérature. Donc, j'avais envie d'en mettre un. Et puis, bon, des années plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de parler de mon mariage. Qui s'est cassé la gueule à peu près 3 ans plus tard. Donc, c'est ça, j'étais en train de me parler à moi-même, mais cette fois-là, je ne m'en suis pas rendu compte. OK? Donc, c'est normal, ça va vous arriver. Je pense qu'une des meilleures thérapies que vous pouvez faire, c'est ressortir du stock que vous avez écrit il y a 4 ans, puis le relire. Puis des fois, le relire en vous disant pourquoi j'écrivais ça déjà. Et puis des fois, vous allez faire des découvertes extraordinaires sur vous-même. Mais c'est important.
c'est important comme écrivain à un moment donné de commencer à s'analyser soi-même. Vous ne serez pas toujours impeccablement bon, mais déjà, si vous êtes capable d'être honnête avec vous-même puis de vous dire, OK, cette histoire-là, je l'écris parce que j'ai un conflit avec telle personne, puis dans la réalité, je ne peux pas la tuer, fait que j'aimerais ça la torturer un peu dans mon texte. C'est tout à fait valide, OK? C'est une motivation parfaitement acceptable pour écrire un texte. Je vous conseille d'ailleurs le roman policier. Dans ce temps-là, c'est merveilleux. Vous pouvez la mettre à l'état de cadavre, c'est parfait. Bon, ben donc, OK. Je ne nommerai pas personne qui s'est retrouvé à l'état de cadavre. Mais donc, c'est ça. Donc, le sous-texte. Donc, qu'est-ce que vous essayez de dire avec ce texte-là en dehors de ce qui est raconté visiblement? Un exemple que je peux donner, que je donne souvent ces derniers temps, c'est un texte que j'ai écrit qui s'appelle La vie secrète des carapacés. Dans cet univers-là, les femmes sont des espèces de gigantesques escargots et leur famille vit à l'intérieur d'elles. Donc, elles sont un peu des espèces de maisons ambulantes. Donc, la femme porte carrément la famille et la maison sur son dos. Bon, je pense que je ne pouvais pas faire une métaphore plus claire de la charge mentale. Donc, c'est un texte qui parle de charge mentale sans jamais en parler. Le mot est jamais là, mais c'est ça qui, dans le fond, sous-tend le texte. Pourquoi c'est important de réfléchir au sous-texte? C'est que là, pendant que j'étais en train d'écrire cette histoire-là, ben là, à un moment donné, je me suis dit, OK, je l'écris parce que je parle de charge mentale. Je suis rendue à un stade où je sais ce que je fais d'habitude quand je crée mon sous-texte. Je parle de charge mentale, mais comment je veux que ça finisse? Parce que j'avais mon personnage principal, en fait, n'est pas une de ces femmes escargots-là. Mon personnage principal, c'est un homme. C'est un homme qui a de la misère, en fait, à trouver sa place. Lui, c'est pas un leader, c'est pas quelqu'un qui va prendre les devants du tout. Puis il se retrouve un peu, voyons, chef malgré lui d'un clan. Il y a de la misère avec ça. Donc, je voulais mettre aussi un personnage masculin qui n'est pas, comment je pourrais dire, qui n'est pas un personnage de conquérant ou de, tu sais, qui est quelqu'un d'un peu effacé, qui est vraiment un héros malgré lui là, dans cette histoire-là. C'est pas normalement, lui ne se considérerait pas comme le personnage principal d'une histoire. Donc, j'avais le goût de mettre ça en scène, puis de mettre en scène comment est-ce que les autres hommes le comprennent pas, puis essayent un peu de tirer dessus pour le faire rentrer dans le moule. Puis là, je me suis dit, OK, mais comment je le fais finir, cette histoire-là, dans ce cas-là? En gardant mon idée que je parle de charge mentale, je parle de stéréotypes de genre. Comment je veux faire finir cette histoire-là? Puis là, je me suis dit, ben, dans un contexte comme ça, surtout que là, les femmes, finalement, le gros de l'histoire, c'est que les hommes sont en train de s'organiser pour s'occuper de moins en moins des femmes escargots parce qu'ils trouvent qu'elles mangent trop puis qu'elles ne peuvent pas aider à cultiver ou à quoi que ce soit. C'est des escargots, là, OK? Elles ne peuvent pas aller dans le champ pour couper des herbes, puis des herbiers, puis etc. Donc, les hommes sont en train de se dire que les femmes escargots, elles servent à rien, puis qu'on serait mieux de les remplacer par des maisons, tout simplement, puis d'essayer d'encourager les filles qui sont nées sans carapace à se reproduire plus, puis qu'on va garder plutôt celles-là. Donc, il y a une espèce de changement social qui est en train de se passer. Puis là, je me dis, bon, ben mon personnage va refuser ce changement-là. Lui, dans le fond, va s'allier avec les filles escargots, puis elles vont se pousser, tout le monde ensemble. Donc, c'est ça. À un moment donné, au moment où je me demandais qu'est-ce que ma fin voulait être, bien là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette question-là de la charge mentale puis des relations hommes-femmes? Qu'est-ce que je veux dire? Ben, dans le fond, moi, ce que je veux dire, c'est que si vous laissez toute la responsabilité aux filles en pensant qu'elles font rien de la journée parce qu'elles font juste transporter la maison sur leur dos, ben, à un moment donné, elles vont partir, elles vont s'organiser avec leurs troubles. Bon, ce qui est très drôle, c'est que ce texte-là est paru à peu près 2 ans avant qu'on commence à parler d'épidémie de solitude masculine. Les filles sont parties, hein? Donc, c'est ça. C'est pour ça que avoir une idée de ce que vous êtes en train de raconter, de pourquoi vous voulez raconter cette histoire-là, quand vous avez des choix à faire qui peuvent être un peu difficiles, souvent, ça va vous permettre de vous orienter.
Ça va vous permettre de décider, bon, ben là, mon personnage, qu'est-ce que je veux faire avec? Qu'est-ce que je veux, dans le fond, comment je veux que ça finisse? Je veux que ce soit quoi le symbole de cette histoire-là? Par exemple, j'ai écrit une autre histoire qui a l'air complètement loufoque, où mon personnage principal, c'est une épée. Mon personnage principal est une épée magique, pensante, parce que normalement, dans les clichés de Donjons et Dragons, on dirait une épée intelligente, mais elle est tweet. OK? Elle n'est pas, elle est pas brillante du tout. C'est l'équivalent de la blonde un peu nunuche, mais en format épée. Donc, c'est une femme objet. Décidément, c'est la femme objet ultime. Et puis, donc, il lui arrive des aventures. J'ai écrit 2 épisodes où, bon, il arrivait des aventures où elle se faisait un peu manipuler parce que finalement, elle n'était pas assez vite, puis elle finissait par manger du foin puis par se faire avoir. Mais éventuellement, elle prend le dessus. Et c'était important pour moi que la dernière aventure de cette épée-là, ben, elle prend le dessus. En jouant la conne, elle finit par jouer un tour à son tour, puis il rira bien qu'il dirira le dernier. Et c'est elle qui, finalement, va finir par rire. Donc, j'avais envie encore là de retourner le stéréotype, puis de me moquer justement de ces filles qui, ben pas de ces filles, mais de me moquer de cette image qu'on a là de ah, elle est nouille parce que je l'ai manipulée une fois, 2 fois, mais à un moment donné, tout le monde apprend. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce choix-là que je savais que je voulais que l'histoire comme ça finisse comme ça, avec elle qui prendrait sa revanche, a orienté à différents moments des 2 premiers épisodes certains choix narratifs que j'ai faits pour lui donner peu à peu un petit peu de pouvoir pour que peu à peu, elle puisse finalement apprendre puis finir par prendre le dessus. C'est pas mal ça. Je suis un peu perdue dans mes affaires, fait que je sais pas si C'est bien correct. Ça va bien jusqu'à maintenant. On a parlé de structure, puis on a parlé de sous-texte. Fait que, objectif atteint. objectif atteint. Plus de pression. Il nous reste une demi-heure, puis t'as plus de pression. C'est bien. C'est merveilleux. Euh, Moi, je peux t'enligner s'il y a quelque chose. Là. oui, oui, si tu as d'autres choses, effectivement. Oui. Moi, ben, effectivement, comme tu as dit, j'ai une tendance, oui, à dire comme juste de pas arrêter le flow créatif. Fait que ça veut dire quand tu es en train d'écrire puis ça va, tu roules, tu roules. Puis Effectivement. effectivement, quand ça bloque, ben, tu fais un pas de recul, puis tu fais OK, je regarde l'ensemble, puis j'essaie de voir, je me pose des questions, puis je peux débloquer des affaires, puis découvrir des choses. Mais je veux rebondir sur une affaire que tu as dite, par exemple, qui est intéressante par rapport au sous-texte, parce que dans la nouvelle que je travaille, dans le cadre de la formation. Je parle de, dans le fond, j'avais cette idée-là du personnage. J'ai un gros rhume, je m'excuse. J'étais pour ça que j'étais content de t'avoir ce soir. J'étais comme, je vais juste T'auras pas besoin de l'annoncer, parler. puis me moucher en cachette pendant ses réponses. Fait que, oui, c'est ça. Puis j'arrivais à ma fin, puis j'avais un personnage qui, ça donnait l'impression que le personnage se sacrifiait pour l'autre personnage, mais je voulais pas ça, parce que le message, c'était pas dans la vie, il faut se sacrifier pour comme éviter des problèmes aux autres. Fait qu'il a fallu que je repense toute mon histoire pour que ben, le personnage qui est sauvé, il se soit pas finalement mis dans un danger qui ferait qu'il aurait besoin d'être sauvé, puis que c'est juste l'autre personnage qui choisit volontairement de donner l'exemple, en disant là, toi, écoute ton cœur maintenant, pas dans 60 ans, comme moi je vais le faire maintenant. T'sais. Fait que Mm. moi, je vais écouter mon cœur maintenant pour te prouver à toi de le faire tout de suite, puis de ne pas attendre d'être à la fin de ta vie pour le faire. Puis là, on va faire son beau. T'sais. Puis je suis comme, quand j'ai atteint ça, je fais bon, ça, c'est le message. Je ne vais pas te sacrifier pour les autres. Si tu veux faire quelque chose, fais-le pour toi, quitte à ce que ça serve d'exemple. Fait que ça a été comme, c'est devenu la morale finalement de mon affaire, alors que au début, c'était vraiment, je voulais juste reprendre comme un mythe nordique, puis comme tordre ça, puis avoir du fun avec, puis tout. Puis finalement, c'est devenu une autre histoire complètement où j'ai approfondi des affaires de mon intérieur. Je te comprends, puis tu parlais de régler des trucs, puis tout ça, mais je sais pas si tu t'en rappelles, mais quand on a. C'est sûr que tu te rappelles pas de ça. Bref, quand on a lancé Écrire et publier au Québec, quand on a fait le Oui, lancement à Montréal, on lançait aussi à l'Est de l'Apocalypse en même temps. oui, En tout cas, il y avait un truc. On était oui, avec Isabelle, je me rappelle. oui, oui, oui. Puis je me rappelle que tout le long qu'il fait, on présentait notre nouvelle en quelques mots, mais tout le long, au lieu d'appeler le personnage Marc, je l'appelais Karl. Tellement
c'était de moi je parlais dans ce texte-là. C'était un gars qui a à faire un choix puis qui décide de pas faire de choix en se disant comme. Mais Je vais finalement, me garder toutes les options ouvertes, mais ça, oui. c'était la pire décision au monde de ne pas faire de choix. Mais je me rappelle que quand j'ai écrit ce texte-là, j'étais dans cette réflexion-là de il faut que je me branche, il faut que je prenne une décision parce que là, c'est les autres qui vont décider à ma place, puis c'est pas ça qu'il faut qu'il arrive dans ma vie. Fait que, mais c'est drôle comment c'est ça. Mais c'est après coup, bien évidemment. C'est pas en écrivant la nouvelle que j'ai réalisé ça. C'est entre autres en essayant de parler de ma nouvelle, puis en renommant le personnage Carl, tout le sans faire exprès, que là, j'ai comme, c'est ça, animé, c'est quelque chose. Mais ouais. Mais oui, je me souviens de cette occasion-là, Oui, parce qu'effectivement, après ça, j'avais lu la nouvelle, j'étais comme, Ouais. Oui, parce que c'est ça, tu sais, moi, je parle beaucoup de la communauté, je parle de l'idée d'une, puis Geneviève, tu fais partie de ces gens-là qui étaient dès les premières années dans ma vie d'auteur, tu étais là, puis on s'est vu évoluer, puis les hauts et les bas que j'ai vécu, tu les as vus, tu as assisté, j'ai vu d'un peu plus loin, mais quand même, tu sais, ce que toi aussi tu as vécu à travers les années, puis tout ça, puis c'est ça. Bref, c'est beau comment vous vous rendez peut-être pas compte, les amis, mais là, tout de suite, il y a des gens dans la communauté avec qui vous êtes en train de connecter pour les premières fois qui vont peut-être être encore avec vous dans 20-25 ans. Des fois, c'est ça. Les passionnés survivent. oui, passionné survivre. Ouais. Oui, puis c'est surtout, tu sais, veux pas, après un bout de temps, il n'y a pas personne qui peut comprendre ce qu'on fait comme travail autant qu'un autre écrivain. Mhm. Fait que, c'est pas pour rien, mais maintenant, en fait, c'est ça. Carl le sait, moi, je suis en couple avec un autre écrivain, un écrivain que j'ai rencontré dans un salon du livre en 2009. Et puis, donc, avec qui, et puis, ça l'ouvre énormément de choses parce que là, j'ai toujours eu des petites communautés d'écriture, j'ai toujours eu des amis avec qui j'échangeais des textes, avec qui je discutais. Mais le fait de pouvoir dire comme, OK, attends, on va se servir un verre de vin après souper, on va s'asseoir parce que j'ai un bout de mon intrigue ou j'ai un personnage que je suis pas trop sûre de comment cerner, puis de qu'est-ce que je veux faire avec. C'est absolument, c'est vraiment super précieux. Le dernier, en fait, mon chum a publié son premier roman, puis on s'est cassé la tête sur comment faire arriver les choses à la fin pour justement donner le message qu'il voulait donner. Puis là, je vais faire une petite parenthèse. Elisabeth voudrait nous étriper si elle savait qu'on utilise le mot message. Alors, pour elle, un texte à message, parce qu'il faut que je channel vraiment la voix d'Elisabeth, c'est une catastrophe. Puis c'est vrai. Un texte qui est écrit uniquement pour passer un message, ça marche pas. Ça va être un texte plate, ça va être un texte moralisateur. Vous allez être en train de réécrire La cigale et la fourmi, OK? Bon, mais c'est pas parce que vous avez écrit un texte qui parle tout à fait d'autre chose, dans lequel il y a de l'action, dans lequel il se passe un paquet d'affaires qui est divertissant, que vous n'êtes pas quand même en train de passer un certain message. Vous êtes en train de parler de quelque chose. Ne serait-ce que à cause des stéréotypes que vous allez reproduire ou choisir de ne pas reproduire, vous êtes en train de passer des messages, vous êtes en train d'un peu tenir un discours sur le monde qui vous entoure. Puis ça, c'est important d'en être conscient parce que, comme dit Carl, on ne veut pas nécessairement finir un texte avec ah ben, vous devriez toujours vous sacrifier pour les autres parce que c'est ça que mon personnage a fait. Puis surtout, quand on commence à être un auteur qui publie beaucoup, tu ne veux pas te ramasser après 4, 5, 6, 7, 8 textes que dans le fond, c'est toujours le même motif qui revient. Vos personnages se sacrifient toujours pour tout le monde. Il y a vraiment des auteurs, des fois, que j'ai le goût de pogner puis de faire comme OK, fille, viens, on va aller en thérapie parce que tu en as besoin, ça va te faire du bien. Ou des fois, c'est surtout ces temps-ci, c'est surtout OK, mon ami, on va t'amener en thérapie parce que décidément, ça fait comme plusieurs problèmes que je vois dans tes textes. Mais je pense que tu as besoin de parler avec un psy. Bon, encore là, on n'aura pas de nom. Mais Merci de ne pas dire mon nom à voix haute. non, c'est pas le pire. Bon, OK. On vous fera jouer aux devinettes un moment donné. Genre, quel auteur québécois dans ses 4 derniers textes a mis le fait de finalement coucher avec lui-même? Écoute, mais Ah, oui, organise non. une retraite d'écriture là, d'ici juillet. Là, on est en train de checker les dates. Là, fait que c'est le genre d'affaire qu'on peut faire dans une retraite d'écriture. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que si vous choisissez pas ou si vous portez pas attention à ce que vous êtes en train
de passer comme, je dirais, comme message, parce que ça reste que c'est ça. Si vous ne regardez pas ce que vous êtes en train d'utiliser comme sous-texte, à un moment donné, si toi, tu ne choisis pas le sous-texte, c'est ton sous-texte qui te choisit. Il y a des choses qui vont passer à travers votre écriture, un peu comme Carl disait, qui est en train de se parler à lui-même, dans le fond, puis il s'en est pas rendu compte, un peu comme j'ai fait aussi. Il y a toujours des choses qui vont passer à travers votre écriture, donc c'est important d'en être conscient, puis d'essayer d'au moins en partie de l'orienter pour que ça corresponde à ce que vous avez envie de dire. J'ai Et retrouvé un truc. ne vous Oui. mettez pas cette pression-là au premier jet. Mais non! C'est pas Non, non, grave. non. Au premier jet, c'est pas grave si vous savez pas de quoi ça parle vraiment, puis de C'est ça. En fait, amusez-vous, explorez. c'est ça. En fait, souvent, dans mes premiers textes, c'était vraiment quelque chose que je réfléchissais quand j'écrivais la fin ou auquel je réfléchissais quand j'étais en train de réécrire. Parce que là, justement, quand j'étais en train de réécrire puis en train de me dire ce personnage-là, est-ce qu'il devrait être plus important? Est-ce que je devrais y donner plus de place? Cette décision-là de mon personnage, est-ce que je suis bien avec? Ce personnage-là, est-ce qu'il aurait besoin de comme je sais pas, changer d'opinion, changer de sexe, changer de profession. Donc, ça, c'est toutes des choses que je voyais à la réécriture, puis souvent que je voyais en me disant, OK, pourquoi j'ai écrit ce texte-là? Pourquoi ça me parle? Pourquoi j'avais envie de l'écrire, dans le fond, ce texte-là? Puis des fois, c'est ça, c'était tout simplement parce que, bon, ben, j'ai un conflit à régler. Puis là, ben, je regardais ce que j'avais écrit, puis je me disais, bon, ben, tu sais, là, mon personnage a agi comme moi, j'aurais agi dans cette situation-là. Est-ce que c'est la meilleure manière? Est-ce qu'il s'est réglé le conflit? Parce que je fais ça des fois, tout simplement. J'ai des choses à vivre dans ma vie. Puis je me dis, ben, je vais inventer des personnages qui vivent exactement la même chose, mais dans un autre contexte pour pas trop que ça paraisse. Puis, dans le fond, je vais laisser mon inconscient les faire interagir. Puis, on va voir après qu'est-ce que ça donne. Et puis, c'est comme une façon de me psychanalyser puis de réussir à gagner ma vie en même temps en écrivant des textes. C'est je ne suggère pas de faire ça dans vos premières années de publication, mais éventuellement, ça devient un mécanisme intéressant. Puis c'est ça, c'est toujours à la réécriture là, que je vais me poser la question de, OK, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je l'ai dit? Puis donc, comment est-ce que je peux enligner mon texte pour que ça corresponde avec ce que je veux dire? Puis souvent, comme c'était là inconscient quand j'ai écrit mon premier jet, ben là, quand ça devient conscient, c'est comme si ça cristallise tout ça. C'est vraiment ça qui va aider à ramasser le texte et à s'assurer qu'il soit vraiment cohérent d'un bout à l'autre, de toujours penser à, OK, c'est quoi que je veux, c'est quoi que je veux passer comme message, c'est quoi que je veux que mes lecteurs retiennent de tout ça. Euh, je viens d'apercevoir que j'avais pris une petite liste. Carl m'avait dit, faites une checklist des choses à vérifier avant d'envoyer un texte. Bon, plus ou moins. C'est sûr que si vous voulez envoyer un texte à une revue, passez par le site de la revue, allez voir qu'est-ce qu'ils demandent. Envoyez pas une histoire de romance réaliste chez Solaris. On n'en publie pas. Envoyez pas un texte sur papier chez Solaris. On lit des textes électroniques maintenant. Donc, chaque revue va avoir ses... envoyez pas un texte à XYZ si vous avez jamais acheté une revue de XYZ parce qu'il faut que vous ayez le petit bordereau en papier qui est dans la revue que vous joignez avec votre texte. C'est compliqué. C'est compliqué comme processus. À un moment donné, on s'habitue, mais les premiers temps, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ça. Chaque revue a ses particularités. Donc, allez toujours consulter le site de la revue pour voir où vous devez envoyer, c'est quoi les limites de mots, c'est quoi, donc justement, c'est quoi les demandes comme ça. Mais surtout, en fait, je vous dirais, je me suis pris une petite liste des motifs de refus les plus courants pour les nouvelles. OK? Le premier motif de refus, c'est évidemment mal écrit. Bon, puis là, mal écrit, je parle pas tant de l'orthographe. C'est sûr que si c'est bourré de fautes d'orthographe, c'est un peu rébarbatif, mais c'est beaucoup la syntaxe. Des phrases à rallonge, mais qui se perdent avec 3 sujets dans la phrase, puis à un moment donné, où on change de sujet à mi-phrase. C'est ça, des référents mal utilisés, des choses comme ça. Donc ça, c'est sûr que, bon, mal écrit, c'est sûr que ça reste le motif numéro 1. Mais on a aussi trop écrit.
Trop écrit, ça, c'est l'auteur qui a essayé d'en faire trop pour sa maîtrise de la langue et du lexique. C'est dans les textes trop écrits qu'on se retrouve avec des merveilleux spells comme deux personnages qui effectuent l'amour, parce que l'auteur a juste voulu éliminer tous les verbes faibles. Bon, mais des fois, dans le verbe faire, des fois, c'est lui qui va là. Donc, c'est ça. Ou des fois, c'est que l'auteur a peut-être super bien écrit toutes ses phrases. Il n'a pas exagéré dans sa manière de faire, mais il a empilé tellement d'images qu'à un moment donné, je comprends plus trop qu'est-ce qui se passe. Comme trop de figures de style, mettons, tu veux dire? Un Comme... peu style, c'est ça. C'est comme si il y a jamais un terme qui est clair. Fait que je finis par pas trop savoir si le personnage, il est-tu vraiment comme debout dans une pièce ou est-ce qu'il est en stase onirique dans un débordement kaléidoscopique de couleurs? OK. Bon. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Trop écrit puis mal écrit. C'est les deux choses qui peuvent nuire. Trop écrit est quand même plus rare, mais ça arrive. Je dirais déjà que quand vous utilisez deux figures de style pour décrire un élément dans le même paragraphe, vous venez d'utiliser une de trop. OK? Donc, les images les plus fortes, c'est celles qui vont ressortir. Donc, si vous mettez 28 images par paragraphe, un moment donné, on ne voit plus rien. OK? Donc, allez-y quand même avec une certaine économie de moyens, surtout dans une nouvelle, parce que vous êtes limité par le nombre de mots. Donc, vous voulez des images qui frappent. Vous ne voulez pas nécessairement essayer de juste les accumuler, parce que vous perdez du temps. L'autre chose qui va être refusée, c'est évidemment le texte super cliché. Des fois, ça m'arrive d'écrire dans mes commentaires de lecture, j'ai rien à reprocher à ce texte-là, à part que j'ai l'impression que je l'ai lu 28 fois avant. Donc, ça, c'est sûr que c'est un problème. Tous les textes qui sont écrits presque comme des scénarios aussi. On est en littérature, donc je devrais avoir accès un peu à l'intériorité des personnages. Ou alors, si j'ai pas accès à l'intérieur des personnages, comme avec la nouvelle du poisson banane, j'aurai pas non plus de dialogue qui va tout m'expliquer. Je vais rester avec une certaine distance. Donc, il faut qu'il y ait un certain jeu qui me montre que je suis pas en train de regarder une pièce de théâtre, puis je suis pas en train de voir un film, je suis en train de lire un texte. Je suis en littérature. Donc, ça, c'est important aussi. Ouais. Les, En faisant des choses, bref, qu'un film ou qu'une pièce de théâtre peut pas faire. exactement. En faisant. Exactement. Ou quoi que là, le narrateur absent comme la nouvelle du poisson banane, on peut presque le faire en théâtre expérimental, mais ça va rester très expérimental parce que ça va rester une pièce de théâtre où les spectateurs vont avoir regardé la pièce va se terminer, puis tout le monde va se dire ah, il s'est passé quelque chose là. Je ne suis pas sûre quoi, mais il s'est passé quelque chose. Donc, vous voulez essayer d'aller chercher quand même, dans tous les cas, vous voulez un effet artistique et non pas seulement un effet de visuel ou de quelque chose qui s'est juste comme déroulé devant vous puis où vous avez été passif. La littérature vous demande un peu de rentrer dans le texte. Donc c'est ça. Donc, des textes très clichés ou des textes style scénario. Ça, c'est sûr que souvent, c'est des motifs de refus. Un texte incohérent, que le personnage a l'air de changer 3 fois de psychologie en cours de texte sans que ce soit explicable. Là, c'est sûr que c'est pas, ce ne sera pas accepté. Et puis, finalement, un texte avec pas de tension ou pas d'arc narratif. Donc, justement, comme je parlais au début, un texte où il n'y a pas de changement. Ça, c'est des textes qu'on va refuser. Je vous dirais que les textes qui n'ont pas de sous-texte vont avoir tendance à être plus faibles. Mais comme que vous vouliez mettre un sous-texte ou pas, il finit toujours par y en avoir un, parce que vous écrivez pas dans le vide absolu, vous êtes des êtres qui vivent dans notre société. C'est moins un élément discriminatif. On va apprécier quand on va sentir que l'auteur maîtrise très bien son sous-texte, puis est en train de nous dire de quoi, puis est en train de nous dire de quoi de fort. Mais des fois, il y a des auteurs qui vont avoir l'impression qu'ils n'ont pas mis de sous-texte, puis leur texte va être accepté quand même.
il y a toujours un sous-texte, mais bon, c'est ça. Des fois, les auteurs sont moins quoi. En fait, le sous-texte, pour ça aussi, quand on dit vous en occupez pas à votre premier jet, vous pouvez aussi même des fois ne pas vous en occuper à votre premier texte, mais éventuellement, ça pourrait être le fun de réfléchir à ça, surtout si vous voulez passer au roman. Parce que maintenir l'intérêt, votre intérêt, puis l'intérêt du lecteur sur 5000 mots, 10 000 mots, c'est pas pire, avec un sous-texte un peu flou. Mais un roman qui veut rien dire ou qui n'a pas vraiment quelque chose d'articulé qui le soutient, ça va finir par s'écraser. Donc, soit vous allez en cours de route faire comme pourquoi je suis en train d'écrire ça? Ou votre lecteur en cours de route va faire pourquoi je suis en train de lire ça? Donc, je suis pas sûre duquel est le pire, en fait. Si vous vous plantez tout seul, au moins personne ne le sait. Mais c'est ça. Si le lecteur se tanne, c'est toujours un peu plus plate. Il y a une règle primaire qui dit que vous avez tous les droits en tant qu'auteur, sauf d'emmerder votre lecteur. Fait que ça, c'est le péché. C'est le péché total. Ouais. Moi, j'en dis, il faut que ce soit satisfaisant. Oui. Faut qu'on ait un sentiment de satisfaction à la fin du texte. Peu importe comment tu vas le procurer, mais à travers la progression, l'évolution d'une de tes trames, ça permet de sentir qu'il y a quelque chose qui a bougé, qu'il y a quelque chose qui s'est fait, puis que c'est pas fini. Il y a d'autres choses qui vont. C'est ça. Ouais. L'autre chose que je dirais aussi, que je trouve important dans la nouvelle, puis qui continue à être important dans le roman, c'est faut sentir, je pense que c'est Neil Gaiman qui l'explique comme ça, il disait faut sentir que quand votre personnage il regarde à l'horizon dans votre histoire, il y a quelque chose en arrière des montagnes. Il y a quelque chose, il peut y avoir une chaîne de montagnes à l'horizon, mais il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose de l'autre bord de la chaîne de montagnes. Même si c'est pas dit, c'est pas montré, c'est peut-être juste évoqué, mais on sent qu'il y a plus. Puis là, c'est ça, je vous ai pas parlé énormément de world building, mais moi, je fais ça beaucoup quand je construis mes univers pour mes nouvelles. Je vais construire des univers pour des nouvelles qui sont aussi complexes que des univers que j'ai construits pour des romans. Puis je vais prendre des pages et des pages et des pages de notes de comment ça fonctionne. Puis j'utilise le mot note volontairement. Je n'écris jamais un texte suivi et cute et bien articulé quand c'est le temps de m'expliquer comment mon monde fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est des explications pour moi. Je ne veux pas être tenté de faire un copier-coller d'un paragraphe puis de mettre ça direct dans la nouvelle. Vous ne voulez pas faire ça? Jamais. Vous ne voulez pas faire ça dans le roman? Non plus, jamais. Donc, quand je construis ma nouvelle, je vais toujours m'assurer de mettre juste assez d'informations dans le texte pour que le lecteur suive. Même que des fois, pour la nouvelle, je vais me permettre de tourner les coins ronds puis de me dire, OK, cette explication-là, ce qu'il y a en arrière de la troisième chaîne de montagne dans le monde, là, le lecteur n'a peut-être pas besoin de le savoir pour la nouvelle. Je vais m'assurer de lui en donner juste assez pour qu'il sente qu'il y a quelque chose autour, mais je vais peut-être un petit peu simplifier une règle pour que ça passe mieux. Puis souvent, ce que je me suis aperçu avec le temps, c'est que les choses que j'ai simplifiées pour la nouvelle, pour le bien de la nouvelle, même quand je réécris un deuxième ou un troisième texte dans cet univers-là, même si j'écris un plus long texte dans cet univers-là, souvent, je ne vais pas le recomplexifier. Ça reste que même quand moi, j'écris beaucoup de science-fiction, beaucoup de fantasy, même dans des mondes avec des règles spéciales, avec des règles magiques, ou etc., ça reste que je trouve que pour que les règles donnent une impression de réalisme ou de crédibilité, il faut que ce soit des règles simples. Si on pense aux règles qui régissent notre monde, les règles sont simples. Si je lâche quelque chose, ça tombe. That's it. Pas ça tombe sauf si. Non, non. On lâche quelque chose, ça tombe. Donc, quand je crée des règles pour de la magie ou des règles pour de la super science de science-fiction, je m'arrange pour avoir des règles qui sont aussi simples. Et puis, l'avantage de ça, c'est que ça s'explique bien après ça dans une nouvelle. Bon, si le mage il accumule trop de magie, il explose. Pas des fois, il explose. Non. Bon, là, trop, ça dépend du mage. Mais quand même, il y a cause, conséquence, ça fonctionne toujours comme ça, même quand on est dans un monde de fantasy. Là, je suis en train d'imaginer une histoire où il pourrait y avoir des causes, pas de conséquences. OK, non.
Oups, cerveau d'écrivain qui vient de s'emballer. Donc c'est ça, quand j'écris mes nouvelles, je m'assure comme ça qu'il y ait toujours une espèce de zone de flou. Il y a plus dans les vies des personnages, il y a plus dans l'univers, il y a plus. Et quand j'écris un roman, je vais m'assurer aussi de laisser le même effet. Même si là, moi, je sais qu'Elisabeth parlait d'un ami qui conçoit ses romans comme une série de nouvelles. Je fais ça aussi. Je ne sais pas si elle parlait de moi parce qu'on n'est pas tout seul à faire ça, mais je fais ça. Mon roman a son propre, je dirais, arc narratif, mais chacun de mes chapitres va avoir son arc narratif. Chacun de mes chapitres va avoir ses zones de flou vers lesquelles je n'irai pas. Il va manquer des petits bouts d'histoire parce que je vais m'assurer que chaque chapitre a une situation initiale, il y a l'élément déclencheur du chapitre, il y a une raison pour laquelle je suis en train de vous le montrer, ce chapitre-là. Donc, je vais pas... je suis déjà tombée sur des romans où il y a un chapitre où le personnage s'habille. Et le chapitre ne sert qu'à nous décrire le linge. Pas à nous mettre le personnage en relation avec son habilleuse ou en relation avec quelqu'un d'autre ou en relation avec le linge. Non, non, juste à nous décrire le linge. Ben, et ça, c'est joli, mais ça devait rester dans les notes de world building. Ça fait pas d'affaire dans le chapitre. Et les écrivains de romans historiques sont, je dirais, les plus souvent coupables de ce péché-là, parce que je le sais, j'ai fait des études en histoire, j'ai publié 3 romans historiques. Quand on a fait des pages et quand on a lu des livres et qu'on a des pages et des cahiers et des boîtes d'informations, c'est super tentant de toutes les mettre dans le texte, mais il faut pas. Il faut réussir à résister. Si notre lecteur en veut plus, à la limite, on fournit une bibliographie à la fin, ou on se dit qu'on pourra écrire encore 8 autres romans avec ce qu'on a accumulé. Mais c'est ça, il faut faire attention, il faut vraiment donner au lecteur juste les informations dont il a besoin. Parce qu'on veut que le texte avance, on veut que le lecteur il reste engagé. Bon, là, si votre but, c'est de lui donner un cours d'histoire en même temps, c'est une autre affaire, mais faut. Oui, mais comme tous les trucs que Geneviève a dit aujourd'hui, comme toutes les choses que moi je dis tout le temps, il y a tout le temps un auteur qui va prouver le contraire en faisant Oui, une œuvre super bonne qui respectera rien de ce qu'on a dit. C'est normal. C'est une exactement. personne qui est habile, puis qui a trouvé un autre moyen de faire une progression, de faire passer toutes ces choses. Fait que pas de stress tout le monde, tout ça fonctionne. D'ailleurs, il nous reste 7 minutes. Si vous avez des OK. questions, c'est le temps de Oui, commencer à les mettre dans les commentaires ou à lever la main. Je vous oui. avertis. Bon. En fait, j'allais dire, j'allais renchérir sur ce que dit Carl. Mon chum passe son temps à dire tout se peut tant que ça marche. C'est exactement ça. Ouais, Juste ouais. qu'il y a des affaires plus faciles que d'autres à faire marcher. Oui, c'est ça. Puis je dis tout le temps, tu sais, toutes vos idées sont bonnes, là. Toutes vos idées peuvent devenir des nouvelles, des romans. C'est juste que des fois, il faut trouver l'angle pour prendre l'idée, mais C'est il y a ça. jamais, c'est jamais arrivé que j'ai entendu une idée d'un membre que j'ai fait comme ah non, ça marche pas. Ça. Non, non. Ça se peut tout le temps, il faut juste la faire marcher. Il y a quelqu'un qui a fait Sharknado. Oui, il en a fait 6. C'est ça. Il a fait 6. Puis ils fonctionnent, ils se tiennent, ils sont cohérents. Plus ça va, plus ils sont malades. Ils ont des lasers à un moment donné, puis tout. C'est fou, cette affaire. Bon, mais c'est bien. Je vois que tout le monde est chill par rapport aux questions. Fait que, écoute, demain, on aborde la narration. OK. Je vais leur parler du narrateur à la première personne, du narrateur à la troisième personne, aligné puis omniscient, puis préciser qu'il y a un spectre de, tu sais, genre tu peux Oui. dire la moitié, mais de juste respecter cette position-là tout le long. Euh, Fait que qu'est-ce que tu aurais, comme si tu remarques dans les nouveaux textes, tu sais, les textes que tu reçois puis que tu sais que c'est des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la narration que tu remarques qui comme ou est-ce que tu as des commentaires sur la narration? Veux-tu nous parler de narration pendant une minute ou deux? C'est comme tu veux. Oui. Bon, on a toujours tendance à recevoir 2 types de textes des nouveaux auteurs. Le texte au jeu et le texte en narrateur omniscient qui se tient à 3 millions de kilomètres des personnages. Euh, apprendre à faire un narrateur qui est focalisé, c'est-à-dire qui va essayer le plus possible d'avoir le point de vue d'un personnage, c'est super important. Puis oui, il y a un spectre de ça. On peut être plus ou moins focalisé. S'il y en a qui ont lu Comment écrire des histoires d'Élisabeth, Élisabeth l'enseigne de manière assez
assez, comment je pourrais dire, restrictive. Lourd. Pour elle, elle a vraiment, oui, lourde. Elle a vraiment des distances claires. Moi, j'ai tendance à être un peu plus floue, puis même avec le temps, je dirais à conceptualiser que la caméra, des fois, elle peut reculer un petit peu, puis réavancer, puis d'un chapitre à l'autre, on peut changer, on peut jouer avec les points de vue. Mais apprendre à jouer avec les points de vue narration, c'est super le fun. Un exercice que j'aime beaucoup, beaucoup faire, c'est faire narrer quelque chose à partir d'un narrateur qui est, je dirais, limité. Par exemple, narrer une journée de barbecue par le point de vue de l'arbre dans le fond de la cour, qui peut pas bouger, qui peut pas se tourner, que là, vous pouvez décider qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, ça, c'est des super bons exercices, puis c'est des choses qu'on voit à peu près pas. Des narrateurs limités, des narrateurs absents, je me souviens pas quand est-ce que j'ai vu ça chez Solaris. Puis justement, des bonnes focalisations à la troisième personne. Là. Une fois que vous allez être capable de faire ça, c'est un outil qui est absolument génial. C'est vrai, l'autre chose aussi. Oui, je voulais vous parler de structure. Oui, attendez. Oui, c'est ça, j'ai mes notes. OK. Là-dessus. Hein? Oui, tout le monde. Là-dessus. Là-dessus. Attendez, Geneviève. En fait, la structure d'histoire à laquelle on est le plus habitué, c'est l'histoire chronologique. Là. Bon, les choses se passent les unes après les autres. Mais ça peut être intéressant quand vous écrivez, ou en tout cas quand vous réécrivez l'histoire, parce que je pense que on n'a pas le choix de, au moins au niveau du plan, de passer par le chronologique. Et il y a beaucoup de formes d'histoire qu'on peut explorer après ça. Donc, on peut y aller avec des alternances de points de vue. On peut y aller avec alterner le passé, le présent. On peut monter les scènes carrément à l'envers. Il y a beaucoup de jeux narratifs qui peuvent être faits comme ça, puis qui peuvent des fois donner une certaine dynamique à une histoire qui peut être un peu plus... faut pas que ce soit une histoire où il n'y a pas d'arc narratif, mais une histoire où des fois la fin va peut-être être un peu plus prévisible. Ben, ça peut être intéressant de partir par la fin puis de remonter, ou sans que la fin soit prévisible, une fin qui est satisfaisante, mais qui est encore plus satisfaisante si on se demande un peu, mais OK, mais comment on en est arrivé là? Puis que là, le personnage peut partir en disant, mais c'est logique dans le fond parce que, puis on recule. Et puis, je dirais la forme d'histoire qui, moi, me fait super triper et que j'ai attendu des années avant de m'y mettre parce que j'avais peur, c'est l'histoire de type Mille et une nuits. Une histoire dans une histoire dans une histoire dans une histoire. Donc, vous avez Scheherazade qui raconte l'histoire des trois Tchèques qui rencontrent le djinn qui raconte son histoire dans laquelle et ça fait des histoires complètement pétées et dans laquelle, justement, si vous voulez mettre un sous-texte, ça se fait super facilement parce que vous pouvez avoir une de vos histoires qui est carrément votre sous-texte, puis là, vous la faites raconter aux autres, puis vous bâtissez autour de ça. Donc, c'est ça. C'est dans les types de structures à explorer, puis ça a pris des années avant que j'entende parler de ce genre de structure-là. Donc, ça peut être quelque chose de le fun à avoir dans votre boîte à outils, ne serait-ce que pour y penser éventuellement. Puis, ben, c'est ça. Sinon, il y a toujours le super flashback ou flash forward, des fois qu'on utilise, des fois pas toujours assez. Euh, ça peut être le fun, des fois, de jouer un peu avec votre lecteur. À la Stephen King fait ça beaucoup. Ah, il ne le savait pas, mais c'était la dernière fois qu'ils se verraient tous les trois. Ah, quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui va se passer? Comment tenir votre lecteur sur le bout de son banc? Là, ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, C'est cool, merci Geneviève pour c'est super bien fini la présentation. Un dernier tour sur la structure. c'est ça. Essayez ceux-là. Ouais. Merci Geneviève, merci Ben, beaucoup. ça m'a fait super plaisir. C'était fort intéressant, c'était le fun de voir comment ça pouvait recouper les trucs qu'on voyait dans le cours aussi, puis tout ça. Fait que, ouais. Puis en plus, là, d'avoir quelqu'un qui dit, regardez, on reçoit des nouvelles, fait que je vais vous dire les vraies affaires maintenant. Ça, c'est génial d'avoir ça. Fait que, donc, on sait que Solaris est ouvert à recevoir des textes Oui, de genre. Fait que, oui. mais là, vu que Libby en fait
Ça fait longtemps que c'est fini. Ouais, Libye, ça fait longtemps que c'est fini. En policier, en fait, c'est plate, mais il n'y a pas vraiment de débouché, à moins de réussir à en faufiler une dans une revue de plus généraliste. Ouais, c'est ça. Donc, Il y a un travail sur la forme, il y a moyen, effectivement. oui, c'est ça. Avec un travail sur la forme, il y a moyen. Euh, Sinon, ben, de toute façon, c'est ça. Donc, il y a Solaris, mais vous avez XYZ. Il y a Zinc qui existe encore. Je ne savais même plus que ça existait, mais ça existe encore. Il y a Moebius, il y a le Sabar. Donc, il y en a beaucoup quand même de revues. Je n'ai pas pensé, mais oui, sur la plateforme de Tout le monde peut écrire, Isabelle, elle nous a fait une liste Ah, ben, super. de tous les appels de texte, de concours, et tout ça qui sont Ouais. accessibles. Tu sais, je vois mon texte à l'appel, Bonne Éternité, Popée fictive, Revue les écrits, le Oui, récipage, Actu SF, appel de texte, la SODEP, en tout cas, bref, il y en a comme. c'est ça. Puis, une fois par année, vous avez toujours le prix du récit puis le prix de la nouvelle de Radio-Canada. Ça vaut la peine de Oui, tu participer. as participé, toi. Oui, j'ai participé plusieurs fois. J'ai jamais réussi à faire mieux que finaliste, mais quand même. Quand même. C'est des Ça fait expériences. du Fait que, mais c'est ça, mais il y a, tu sais, à chaque fois, à chaque année, ça m'étonne, dans les finalistes, il y a des gens que c'est leur premier texte donc ça vaut toujours la peine. La revue Solaris aussi fait un concours par année. Là, on, on- on- je pense que le jury est entré en délibération là, pour le prix de cette année parce que on va le publier cet été. Donc, mais l'année prochaine, il va y avoir le concours aussi, donc ça peut valoir la peine. C'est toujours le fun. Puis, dans beaucoup de ces concours-là, euh, pour Radio-Canada, moins. Non, c'est pas vrai. Mais bref, dans beaucoup de ces concours-là, même si vous faites juste vous distinguer un peu, des fois, il peut y avoir des gens qui, après ça, vont vous écrire et vous dire Hey, ton texte, je le récupérerai pour la revue. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée, des fois, quand vous ne savez pas trop où vous garochez avec vos écrits. Super. Bon, ben écoute, merci encore. Puis merci à tout le monde d'être venu. J'espère que vous avez apprécié. Puis c'est ça. Nous, on continue. Fait que la gang, c'est ça, la gang de la formation, on se revoit demain. Les autres, on se revoit dans 2 semaines avec. Ah non, je peux pas confirmer tout de suite. Je ne sais pas encore sur à 100%. Fait avec quelqu'un. Avec... Bon, ben, bye la gang. Bye Geneviève, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit bientôt. Bye. Au revoir. Merci beaucoup. Bye, Carl. Bye. Bye, Geneviève. Merci, bye. Merci, bye. Bye.